30 sons, certains provenant du même endroit, du même animal, d'autres plus lointains, mais tous en chantant le bois d'une façon unique. Il est temps de revenir une dernière fois sur ces 30 bruits de grand monde pour en explorer quelques détails, à commencer par la fonction de ces chants. À travers ces 30 épisodes, on aura donc vu 3 principales fonctions. La fonction territoriale, qui sert pour la reproduction, la fonction de contact, qui sert au sein des groupes sociaux, et la fonction d'alarme, qui sert à faire face aux menaces, avec un découpage en sous-catégories, plutôt poétique, en fonction de la variabilité pour les chants territoriaux, du niveau de sociabilité et de la pluralité de fonctions pour les cris de contact, et de la réaction face au danger pour les cris d'alarme. Et puis il y a une catégorie dont on a très peu parlé, qui sont les chants à fonction inconnue, souvent mélangés à la fonction territoriale, car elle est majoritaire. Il y a en réalité beaucoup de chants dont on ne sait pas grand chose. En effet, traduire et transcrire les sons des animaux n'est pas quelque chose d'évident, ce qui nous amène à notre point suivant: comment faire la transcription d'un chant. Dans cette série, j'aurais utilisé 3 outils pour ce faire. Les onomatopées, qui permettent une transcription très compréhensible par nous, et même imitable, mais qui sont très arbitraires. Et puis, quand c'était vraiment impossible de faire des onomatopées, j'ai utilisé les termes de ritournelle et babil. Et on peut alors se demander la différence entre les deux, qui est là aussi très arbitraire, les définitions des deux termes étant très proches. J'ai donc surtout utilisé ritournelle pour les séquences longues largement répétées, et babil pour les séquences plus courtes avec davantage de modulation et de variabilité. Et pour rajouter encore un peu de complexité à tout ça, n'oublions pas que les oiseaux, comme nous, ont des accents, et que donc tout ce qu'on vient de voir dépend surtout des régions. Cela rend notamment certains oiseaux difficiles à différencier. Il est donc temps de faire quelques comparaisons pour mieux les reconnaître. Entre la mésange charbonnière et la mésange bleue, il n'y a pas une différence flagrante au premier abord, alors le contexte va beaucoup nous aider. D'autres bruits, plus caractéristiques, peuvent nous aider à les différencier, même s'ils sont plus rares. Et puis la mésange charbonnière est souvent plus communément entendue, et moins avare en chant. Et si on veut vraiment se concentrer sur ce cri en particulier, eh bien celui de la mésange bleue a plutôt des notes montantes sur la fin, alors qu'elles sont descendantes chez la mésange charbonnière. Les notes sont aussi plus graves chez la mésange charbonnière. Un autre couple difficile à différencier est le piquet-pêche avec le pique-mare. Là encore, le contexte est utile. La façon de chanter, la position sur l'arbre, et puis le piquet-pêche reste plus commun. Mais même la note de ce court cri n'est pas tout à fait la même entre les deux oiseaux. Celle du piquet-pêche est plus résonnante et aiguë. On peut la transcrire par pique, alors que celle du pique-mare est plus étouffée et grave. C'est plutôt un puc. Alors bien sûr, avec tout ce qu'on vient de voir, sur la variabilité du chant des oiseaux, les accents, et en conditions réelles sur le terrain, avec le vent, le son qui résonne contre les arbres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas pour rien que la confusion est possible. C'est pour ça qu'on préconise toujours une identification visuelle. Parmi les oiseaux qui n'ont pas été retenus dans les 30 espèces figure d'ailleurs le pique-mare. Continuons donc notre voyage ornithologique avec les oubliés de cette série. Il y en a forcément. Après tout, on ne peut pas tout décrire en seulement un mois. On aurait pu parler plus longuement du pinson, avec son fameux cri en vol, si caractéristique de sa famille des fringillidés. Comme nous le disions, nous aurions pu nous attarder davantage sur des chants inconnus. Ici, c'est probablement de la mésange charbonnière. Pourquoi pas s'intéresser davantage aux juvéniles, avec un petit rouge-gorge. Ou carrément changer de groupe, avec des mammifères, comme l'écureuil. Rien qu'en restant à Grandmont, il reste encore plein de sons de la nature à découvrir. Et le mieux, c'est encore d'aller les voir en vrai. Alors, dans le but de parfaire ses connaissances, avant de partir sur le terrain, je vous propose des petits jeux. Via ce QR code, ou en suivant les instructions affichées, ou encore via le lien dans la description, vous pourrez accéder à une série de 3 jeux, où il vous sera demandé de reconnaître des chants d'oiseaux, cela va de soi. Au niveau facile, vous aurez le choix entre 4 propositions. En difficile, il faudra écrire vous-même votre réponse.
Enfin, en mode expert, il vous sera demandé d'identifier des sons en arrière-plan, dans des extraits de la série, avec du bruit de fond et plusieurs espèces chantant, parfois à niveau faible, comme si on était réellement au milieu des bois. Effectivement, bien souvent, j'ai dû isoler le chant des oiseaux pour qu'on puisse l'entendre, mais pas des autres espèces. Le problème souvent, c'était nous, les humains, les sons de la ville, les travaux, les voitures. Alors en guise de dernier message, rappelons-nous que tous ces sons, toutes ces espèces, sont menacés. C'est donc pour leur beauté, leur utilité, et surtout pour leur droit intrinsèque à vivre, que nous devons protéger toutes ces espèces, et la biodiversité, des pollutions. Alors bien plus fort que le bruit des moteurs et des marteaux-piqueurs, que s'envolent le haut, les rêves et le chant des animaux.